Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est le président de la République du Tchad, Idriss Déby. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci à vous aussi de venir prendre évidemment de votre part pour échanger avec nous. Monsieur le Président, je veux évoquer un dossier qui vous est proche géographiquement, la Libye. Il y a eu ce que l'ONU a qualifié de crime de guerre, ce bombardement d'un camp de migrants qui a fait plus de 50 morts. On se souvient qu'il y avait eu déjà des scandales sur l'esclavage en Libye. Quelle est votre réaction à ce nouveau drame et à cette succession de drames concernant les migrants en Libye? D'abord, il faut reconnaître que la situation en Libye s'est sérieusement dégradée. Il y a eu un bombardement, il y a aussi une action locale, les gardes de la prison qui ont tiré, en fait, disons, sur les immigrés qui fuyaient le bombardement, qui a donné les chiffres fatidiques de 53 morts. 53 morts en Libye, mais 53 morts aussi, et plus de 53 morts. Avant qu'il n'arrive en Libye, plus de 53 morts à la traversée de la Méditerranée. Mais je condamne vraiment cet acte dont les responsables doivent être recherchés. Est-ce que vous pensez que nous attendons que la communauté internationale fasse une enquête pour faire la lumière sur cette situation. Est-ce que, comme le gouvernement d'union nationale, vous pensez que c'est le maréchal Haftar qui est derrière ces bombardements? Je ne suis pas sur place, je ne suis pas là pour prendre part de ceci ou cela. Je sais qu'il y a des actes qui sont posés. Il y a eu bombardement aérien, bien sûr, mais il y a eu aussi le canardage, en fait, des gens comme des poulets, comme des lapins, par les gardes qui s'occupaient de ces prisonniers, de ces immigrés. Est-ce que vous craignez plus fondamentalement que la Libye s'effondre en tant qu'État? Ça fait des années qu'il y a de l'instabilité. Mais il n'y a jamais eu de l'État depuis 2011 à Libye. Qu'est-ce que vous appelez un État? Un État, c'est-à-dire que c'est un espace où il y a des institutions qui gèrent le pays et qui s'occupent de la souveraineté, de la défense du pays, des institutions qui fonctionnent normalement et qui laissent les citoyens vivre dans la paix et dans la stabilité. Il n'y a jamais eu un État depuis 2011. Est-ce que vous avez soutenu souvent que le maréchal Haftar pouvait être une solution au problème libyen? Là, c'est lui qui a lancé cette offensive sur Tripoli, pensant gagner. Il s'est enlisé. Est-ce que vous pensez que c'est toujours lui l'homme de la situation ou est-ce qu'il faut passer à autre chose, d'autres acteurs? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tout ce que je sais, c'est que dans cette guerre, il n'y aura ni gagnant ni perdant. Il a eu tort de penser qu'il allait gagner? Je ne sais pas, en fait, je ne peux pas dire qu'il a tort ou il n'a pas tort, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas un gagnant, il n'y aura pas un perdant. Mais pour vous, la guerre risque de continuer de s'intensifier? On le voit, on est en train de voir aussi. Alors, on va passer du nord à l'est. Le Soudan, évidemment, c'est aussi une situation que vous avez dû suivre. La fin d'Omar al-Bashir, qui était au pouvoir depuis très longtemps. Un accord semble avoir été trouvé entre les militaires et la société civile. Est-ce que vous êtes confiant que cet accord va permettre une sortie de crise ou est-ce que vous êtes toujours très inquiet? Pour la première fois, quand même, depuis la chute du président Béchir, les uns et les autres se sont accordés sur un accord. C'est un pas décisif. Je pense qu'il faut que les Soudanais arrivent à s'entendre sur l'essentiel pour mettre en place les institutions de la transition qui déboucheront pour les années à venir à des élections avec un retour au calme au Soudan, en intégrant l'ensemble de la société, comment on appelle, les Soudanaises, y compris le groupe armé. Mais vous êtes confiant, donc? Je suis confiant dans la capacité des Soudanais de dialoguer entre eux et de trouver des solutions à leurs problèmes. Je vais en venir au Sahel, le G5 Sahel, on en parle depuis des années. Au niveau opérationnel, ce n'est pas encore ça. Au niveau financier, ce n'est pas encore ça. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que
c'est un échec. Le G5 Sahel ne marche pas. Vous avez souvent critiqué sa lenteur. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire, bon, écoutez, ça ne marche pas, on fait autre chose? Parce que ce soit au Burkina, au Mali, ou même ici où nous sommes au Niger, il y a de plus en plus d'attaques. Je ne crois pas qu'on peut se permettre déjà de penser que c'est un échec, non. Les États partis ont mis en place les forces nécessaires pour la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Maintenant, il manque quelque chose, vous le savez, le financement. Un financement périn pour me permettre à cette force-là d'être opérationnelle. Mais déjà, avec le peu que nous, les pays membres, consacrons, il y a eu quand même des actions majeures qui ont été posées par cette force-là. Mais cette force est limitée simplement par le manque de moyens matériels et par manque d'un financement pérenne qui permet au G5 Sahel de lutter efficacement contre les djihadistes dans le Sahel. Nous avons espoir que les partenaires en fait, qui se sont positionnés puissent lever des fonds et aux Nations Unies aussi nous donner un cadre juridique qui permette de déployer nos unités sur l'ensemble du Sahel. Voilà, ce sont les deux éléments essentiels. Les Américains ne veulent pas. Jusqu'à là, oui, mais on a espoir. On a espoir que les Américains, nos amis américains, vont eux aussi se rendre à l'évidence que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une question de G5, ce n'est pas une question d'un pays. La lutte contre le terrorisme, c'est une question de toute la communauté internationale. Donc, il faut que plus nous allons très vite, en fait, disons, vers le financement et d'aider vers la création d'un cadre juridique, plus G5 sera opérationnel et aura des résultats concrets. Je suis convaincu pour cela. Mais est-ce qu'il y a une chose quand même qui est claire, c'est que ce soit au Mali ou au Burkina, les djihadistes semblent avoir le dessus. Et les États ne sont pas en mesure de répondre. Est-ce que ça vous inquiète quand même de voir que, malgré toute la présence française ou internationale, ce sont eux qui ont l'air de gagner? Je ne peux pas dire qu'ils ont l'air de gagner. C'est une situation de circonstance, en fait, la circonstance qui amène aujourd'hui aux djihadistes d'être plus entreprenants, plus pernicieux. Ils choisissent leurs victimes, le lieu et le moment. Et pour agir, on ne peut pas mettre des soldats à chaque kilomètre ou à chaque mètre. Maintenant, c'est des gens qui font des forfaits et disparaissent. C'est très difficile, en fait, disons, dans cette guerre asymétrique, de répondre tant qu'on n'a pas les moyens nécessaires et tant qu'on ne peut pas employer la totalité des forces G5, là où on a réellement besoin. D'accord. Je veux en venir à un geste que vous avez fait il y a quelques mois. Vous avez rétabli les relations diplomatiques avec Israël. Le Premier ministre israélien est venu au Tchad. Vous êtes allé en Israël. Ça a surpris un petit peu. Beaucoup pensent qu'il y a des contrats, peut-être d'armement, d'échange de renseignements. Pourquoi ce geste? Je pense qu'il y a déjà 10 ans que ces démarches ont été entreprises avec Israël. Il y a plus de 10 ans pour le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël. Je crois avoir dit à un sommet de l'OCI, vers les années 2000, la meilleure solution n'est pas de rétracter ou de rester un peu chez soi et critiquer Israël. Il faut aller vers lui. Si on considère comme ennemi Israël, il faut un dialogue, ouvrir un dialogue avec Israël pour trouver une solution. Un dialogue de sourds n'apportera rien. Nous ne sommes pas partis pour vendre la cause palestinienne. Mais nous estimons qu'Israël peut être un partenaire avec qui nous pourrons discuter, y compris sur la question palestinienne. Est-ce qu'il y a des armes ou du renseignement que les Israéliens se sont engagés à vous fournir? Naturellement, nous ne sommes pas du tout échangés sur la question d'armes ou sur la question... Vraiment. Mais
Les armes, on peut trouver en dehors d'Israël, non? Pour cesser des armes. D'accord. Je vais en venir à la dernière question. La politique intérieure. Il y a quelques semaines, les États-Unis ont critiqué l'absence de liberté publique, le fait que les élections législatives qui traînent depuis 2015 n'étaient pas organisées comme promis, qu'elles ne seraient pas crédibles. Est-ce que vous avez d'abord peu apprécié, j'imagine, ces critiques, et est-ce que vous pouvez nous dire si des élections législatives seront enfin organisées au Tchad, et si oui, quand? C'est des ingérences qui sont inacceptables. Vous savez, en Afrique, on a appris toujours qu'à l'issue de toutes les élections en Afrique, il n'y a pas une seule élection qui n'a pas été contestée. C'est devenu la nature de l'homme. Bon, on fait avec. Je ne dis pas que ces élections prochaines ne seront pas contestées, mais nous ferons tout pour que les élections prochaines soient des élections législatives et des élections communales, transparentes, où chacun aura, n'est-ce pas, sa part de Quand sa participation. Vous dites cette année. Est-ce que vous pouvez Il ne m'appartient pas à moi d'arrêter la date. Nous avons mis en place les structures nécessaires. Il appartient à la CENI de nous dire le calendrier exact des élections. La CENI travaille sur ce calendrier avec le cadre national du dialogue composé des partis politiques, de l'opposition et de la majorité. Les deux travaillent ensemble. Au mois de décembre? Au mieux avant le mois de décembre. D'accord. Très bien. Dans le pire des cas, décembre. Je crois. C'est un engagement ferme. Ce n'est pas un engagement. Je compte sur les structures que nous avons mises en place. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accordé cet entretien à France 24. Et merci à vous de l'avoir regardé. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.